Bienvenue sur Écho de l'actu, notre nouveau rendez-vous pour être toujours tout près de l'information multiculturelle et pluridisciplinaire de nos différences plurielles. Notre soleil du jour est une voix qui a traversé les saisons musicales de la dance floor des années 90 au club de jazz d'aujourd'hui, entrée dans la soul, le gospel et ses racines africaines. Bienvenue Abial. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour Abial. Donc Abial, est-ce que tu peux revenir un peu sur tes premières années où tu as grandi, quelles étaient les influences musicales et culturelles qui ont forgé ta voix qui a une petite exception quand même, hein? Bon, écoute, en tous les cas, le portrait que tu dresses est tout à fait flatteur, je te remercie. Réel. Écoute, j'ai grandi un peu partout, hein. Mes parents étaient, mon père était diplomate, donc j'ai bougé beaucoup, hein. J'ai notamment vécu aux États-Unis, beaucoup, un petit peu en Suisse, un petit peu en Belgique, en Afrique aussi, bien sûr, au Gabon, hein, puisque c'est le pays de mon père où j'ai eu la chance de vivre pendant quelques années. Voilà. Et puis les influences musicales, écoute, c'est marrant parce que c'est à la fois l'Amérique, hein, vu que j'y ai passé quand même quelques années dans mon enfance et ma jeunesse. Donc tout ce qui est soul music, ça a été évidemment très très important dans ma culture musicale. Et puis, écoute, le fait de vivre en Afrique et de vivre aussi certaines expériences en Afrique m'a fait comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne, le mouvement de la musique, le côté collectif, le côté village, le village africain. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Parce que j'ai assisté à certaines cérémonies où j'ai vraiment vu vraiment tout un village s'unir dans le chant, dans la danse. Et donc ça, pour moi, ce sont des influences majeures. Hein. Tes premiers pas artistiques, on peut dire que c'était la danse. Mais oui, absolument. Tu remontes à quelques années en arrière. On va pas dire combien, hein, mais bon, t'as quand même cité les années 90, c'est vrai. Mais oui, j'étais dans la dance music à l'époque, hein. C'était les premiers pas de la dance music de l'électro house en France et en Europe d'ailleurs, hein. C'est le moment où ce mouvement musical a explosé. Et j'ai eu la chance de sortir quelques titres à l'époque. J'étais d'ailleurs dans une grosse maison de disques et ces titres ont été numéro 1 dans les divers hit parades qui concernaient ce type de musique. Je suis même allé au top 50, figure-toi, qui existait à l'époque. Oui, tu veux bien nous rappeler quelques titres parce que bon, moi j'ai pas tout et je suis pas très bonne en anglais, hein. Alors, écoute, le premier titre c'était I Wanna Be Your Lover Too. Oui. Voilà, et le deuxième, parce que I Wanna Be, c'est le premier qui a été numéro 1, etc. Il y en a eu un autre qui a été numéro 1 qui s'appelle I Don't Talk About Love. Et tous les fans, les DJ, les fans de dance music connaissent très bien ces titres-là. Qu'on peut dire love. Absolument. Mais il y avait un L suivi d'un point, suivi d'un O, suivi d'un V, suivi d'un point, suivi d'un E. Voilà. Alors ça, avec un point. Ça, c'est après la danse. Ou tu faisais en même temps? Mais non, mais ce que j'appelle la danse, c'est la dance music, en fait. Si tu veux, c'est une musique qui régnait dans les boîtes de nuit dans les années 90. Après le hip-hop. Exactement. Oui. Tu vois, les gens comme David Guetta, tout ça, ils viennent de ce moment-là, quoi. Oui, c'est ça. C'est toute une mouvance et tout. Donc, tu étais sur les dance floors. Tu as voyagé beaucoup avec ça, avec tout ça. Ah oui, pas mal, ouais. On a fait bien sûr toute la France, hein, tous les plateaux imaginables. Oui. Puis on est allé aussi en Hollande, on est allé en Belgique, on est allé en Italie, enfin on est allé dans plein de pays parce que cette musique-là était extrêmement populaire à l'époque. Et donc on peut dire que ça c'est une première carrière. Oui. Hein? Et c'est une carrière qui t'est venue dès l'enfance. Tu as eu cette envie, ce désir de savoir ce que tu allais faire plus tard. Non. Justement, c'est tout le contraire. Écoute, en fait, l'histoire, c'est que venant du milieu d'où je viens, si tu veux rentrer dans le milieu de la musique, après, c'était vraiment pas possible. Normalement, j'aurais dû faire de longues études, m'entourer dans la diplomatie, etc. Ça aurait été le chemin normal. Mais il se trouve que je suis passionnée par la musique depuis que j'ai 9-10 ans et que, en fait, c'est vraiment ma première passion, la musique. Voilà. D'accord. Et je pense que c'est ça qui a guidé mes pas et qui a fait que je me suis retrouvée sans vraiment le faire exprès, mais dans ce milieu-là, voilà. D'accord, donc tu prenais quand même des cours de musique déjà enfant, genre au conservatoire, tout ça?
J'ai fait un petit peu de piano, mais bon, je t'avoue que j'ai vite abandonné parce que c'était la méthode old school. On te faisait faire d'abord du solfège pendant 1 an avant de te faire jouer l'instrument. Donc vraiment, j'ai laissé tomber. Non. Non, j'écoutais et j'achetais énormément de musique. Et bien sûr, par contre, j'ai suivi des cours de danse, j'ai suivi des cours de théâtre. Et c'est grâce aux cours de théâtre que j'ai commencé à placer ma voix. Et puis après, en tant qu'adulte, quand je me suis dirigée vraiment vers la musique, là, j'ai pris des cours de chant. Voilà, c'est ça là. Alors là, le parcours un peu. Oui, tu nous dis justement quelque chose quand tu dis j'ai appris à placer ma voix. Et quand on voit ton spectacle que j'ai vu, on va en parler, puisqu'on se rencontre aussi pour ça aujourd'hui, donc qui s'appelle Madame Jazz. Oui. C'est un spectacle que tu as joué aussi en Avignon. Absolument. En fait, c'est un spectacle qui a démarré en Avignon. Ah, d'accord. Voilà, qui a démarré en Avignon et qu'on a peaufiné parce que tu sais, le spectacle vivant, c'est quelque chose qu'on peaufine, c'est quelque chose qu'on joue. On l'a joué pendant 2 saisons avant de le présenter, comme tu as pu le voir, au Galabru il y a quelque temps. Et donc, c'est un spectacle qui a pris le temps de mûrir et où je rends hommage à toutes ces divas du jazz qui sont les artistes qui m'ont inspiré. J'ai appris beaucoup mon métier de chanteuse en chantant des chansons de Billie Holiday, en chantant des chansons d'Ella Fitzgerald. Et puis évidemment, j'ai beaucoup travaillé aussi sur la soul, sur des filles comme Diana Ross ou un peu de rhythm and blues. Donc si tu veux, bon évidemment dans le spectacle, on ne peut pas rendre hommage à toutes les divas parce qu'il y en a beaucoup. Et puis que bon, quand on aime la musique, il y a tellement d'artistes qu'on adore, mais je dis on parce qu'on est 2 à faire ce spectacle. Mais on va en parler tout à l'heure de la deuxième surprise. Mais c'est justement en te voyant sur scène que j'ai compris. Et c'est pour ça que je fais une aparté maintenant parce que tu nous parlais que tu as écouté beaucoup de musique et tout. Et quand on te voit sur scène nous parler de ces femmes, tu nous donnes un cours d'histoire. Oui, sincèrement, tu nous donnes un cours d'histoire parce que tu connais tes idoles en fait. Je les connais pour plein de raisons. D'abord parce que quand on est un jeune artiste, enfin moi c'était mon cas en tous les cas, on n'est jamais sûr qu'on va réussir à faire ce métier. Donc qu'est-ce qu'on fait? On regarde un peu ce qu'ont fait les autres artistes. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Quelle a été leur vie? Est-ce qu'eux aussi ils ont galéré? Tout ça. Donc quand j'étais jeune artiste, je lisais beaucoup de biographies, notamment de toutes les stars dont je raffolais. Et puis il se trouve que j'ai commencé il y a quelques années une émission de radio sur une radio une web radio, et où je parle justement des femmes qui comme ça ont eu que je trouve extraordinaires ou qui ont eu dans leur vie des moments rigolos, des moments étonnants, des moments de rébellion, des moments d'éclat. Et donc je m'intéresse beaucoup aux vies de toutes ces vedettes, que ce soit d'ailleurs aussi certaines actrices de cinéma. J'aime bien voir leur vie, voir ce qu'elles ont fait d'étonnant. Et donc le spectacle Madame Jazz, c'est l'occasion de parler des divas du jazz et de leur vie, enfin de certains moments de leur vie. Ça peut être des moments drôles, des moments romantiques ou des moments tristes, parce qu'évidemment les divas du jazz sont des femmes qui ont vécu aux États-Unis dans une époque où c'était pas si facile d'être une femme et ça a été encore moins d'être une femme noire quand elles étaient noires, parce que toutes les divas du jazz sont pas des femmes de couleur, mais en tous les cas quand on était une femme de couleur aux États-Unis, il y avait quand même énormément d'obstacles. Et justement, pourquoi tu as choisi, parce que tu nous dis tout à l'heure que il y en a que tu en connais énormément, mais tu as fait un choix bien précis de certaines divas, de tes divas. Écoute, en fait, c'est parce que l'idée du spectacle nous est venue à Avignon. D'accord. À l'époque, en fait, on faisait un spectacle sur Prince, parce que moi j'adore Prince aussi. Et puis, je sais pas pourquoi, on s'est dit tiens, mais si on faisait un peu de jazz, si on revenait aux sources. Et donc, et là, on s'est dit mais attends, pourquoi est-ce qu'on parlerait pas des divas du jazz? Parce que quand on parle des artistes jazz, enfin de l'histoire du jazz, on parle toujours des hommes.
On parle pas beaucoup des femmes, tu vois. Et donc, c'est ça qui a fait que petit à petit, on s'est dit, tiens, mais écoute, on va parler des divas du jazz. Et alors, si on parle des divas du jazz, bien sûr, il faut parler de Billie Holiday, parce que Billie Holiday, c'est quand même la base. En plus, moi, c'est une chanteuse que j'adore. Et puis, évidemment, on va parler de Nina Simone. Et puis, évidemment, on va parler d'Ella Fitzgerald. Et puis, mais attends, le jazz a quand même influé le rhythm and blues. Alors, on va parler d'Aretha Franklin. Ouais, mais le rhythm and blues, il est aussi rock'n'roll un peu sur les bords. Alors forcément, on va parler de Tina Turner. Tu vois, tout ça est une suite logique en fait. On peut pas parler de toutes, mais on a choisi quelques-unes aussi en fonction des histoires. Qu'on pouvait raconter, parce qu'il fallait une cohérence dans le spectacle. Si tu veux, on est obligé d'en éliminer. Moi, par exemple, j'adore Julie London. On n'a pas parlé de Julie London. J'adore Anita O'Day. Mais voilà, le spectacle, il dure 1h15. Il peut pas durer 3 heures, tu vois. 1h15, vraiment, où on ne s'ennuie pas, et on est dedans, on est avec vous. Alors, justement, tout à l'heure, je parlais d'une deuxième carrière, parce que tu es parti de la danse, du dance floor, dance floor, donc un peu année disco, un peu tout ça, et pour arriver au jazz en 2010, vers les années 2010. Comment tu as choisi de faire cette transition? Écoute, en réalité, ça a l'air d'être une transition, mais ça n'en est pas vraiment une, parce que avant de devenir chanteuse de dance music, donc de chanter en anglais sur des rythmes disco, électro, etc., j'ai appris déjà à chanter. Et on apprend à chanter, moi j'ai appris à chanter les classiques, et les classiques, c'est les chanteuses de jazz. Donc si tu veux, c'est là que j'ai appris ce répertoire. Et après, bon, évidemment, je suis passée à autre chose. Mais... D'ailleurs, je tiens à préciser que, en fait, on croit que les gens du jazz, que tous les genres de musique sont séparés, mais pas du tout. Dans la dance music, t'as énormément de chanteurs qui sont des chanteurs qui viennent du rhythm and blues, qui viennent du jazz. Et d'ailleurs, même la Tamla Motown, tu vois, qui était la maison de disques des Marvin Gaye et compagnie, les musiciens qui jouaient derrière les Diana Ross et autres, c'était tous des musiciens de jazz, en fait, qui voulaient faire des séances, voilà, pour ce genre de musique. Bon, alors maintenant, en ce qui me concerne moi, c'est vrai que j'ai commencé par la dance music, et puis après, j'ai fait 3 ans dans la dance music, et puis à un moment donné, je me suis arrêtée pour revenir vers le métier que j'exerçais avant de faire de la danse, à savoir, je faisais beaucoup de chœurs dans la publicité, et j'étais également coach vocal. J'entraînais des jeunes chanteuses, des jeunes actrices, notamment anglaises et tout ça. Et il se trouve qu'un producteur de publicité avec lequel je travaillais beaucoup m'a dit un jour, mais Abial, ça te dirait pas de jouer un peu des standards de jazz en live devant du public et tout. Et c'est comme ça que je me suis remise à chanter des standards de jazz, juste par la proposition de quelqu'un. Et petit à petit, cette personne m'a dit, tiens, si on faisait un album. Et puis du coup, on a fait un album. Et puis après, j'ai commencé à jouer sur scène avec des musiciens. Puis en plus, tu sais, la musique a beaucoup changé depuis les années 90. À l'époque où je faisais de la dance dans les années 90, on vendait des disques, tu vois. On vendait des maxi, on vendait des disques, on vendait des CD, etc. Et c'est le moment où la musique a commencé à devenir... on a basculé vers le MP3, tu vois. C'est ce moment-là. Donc le disque physique a commencé à disparaître au profit du MP3. Et en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont mis à télécharger la musique gratuitement et tout ça. Donc ce qui fait que tu vends plus de disques. Ce qui s'est passé, c'est que les musiciens, les artistes sont allés vers le live. Parce que si tu veux, c'est quand même un métier. Donc, en réalité, pour rencontrer le public et pour gagner sa vie, il faut le dire prosaïquement, les artistes se sont de plus en plus remis à faire du live. On est redevenus des troubadours, tu vois. C'est ça, et c'est très bien. On est redevenus des troubadours. Et donc, voilà, donc ça a correspondu à ce moment où je me suis remise à faire de la musique. Enfin, comment dire, à refaire de la musique en tant qu'interprète, en tant que chanteuse. Et là, évidemment, la scène s'est imposée de plus en plus. J'ai commencé à jouer de plus en plus avec des musiciens de jazz. Et j'adore ça. D'ailleurs, moi, j'adore faire de la scène. Et puis, il y a eu le Covid quand même, tu vois. Et pendant le Covid, écoute, mon partenaire dont on va parler tout à l'heure et moi-même, qui habitions le même appartement, nous sommes dit, tiens, si on faisait un petit spectacle en streaming, tu vois, parce qu'on commençait quand même à perdre le moral, quoi, tu vois. Et on se décide à faire un streaming sur Prince, l'artiste Prince. D'accord. Ok.
Et ce spectacle, il a beaucoup plu à l'époque. Ouais. Et après, on sort du Covid et je reçois un appel d'une copine qui me dit, ah, dis donc, en fait, il y a une place dans ce théâtre où je joue, là, à Avignon. Ça te dirait de venir jouer un spectacle? Je dis, bah oui, ouais, bien sûr, ça me dirait. Ouais. Et je dis oui, mais je sais pas, je raccroche et je me dis oui, mais j'ai rien à présenter. Et là, je me dis, mais attends, mais on a fait le spectacle sur Prince, là, en streaming, et on va le faire en vrai. D'accord. Et c'est comme ça que ça a redémarré, tu vois. Et c'est ça qui fait que, on est en live, je fais du live de plus en plus, quoi. Et tu fais du live avec ce partenaire à qui tu as donné naissance dans les années 90, un peu après, en prenant une petite pause après je pense, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement, Mika. Voilà, tu noteras que j'ai gardé le secret sur le partenaire, effectivement. Oui. Tu as raison, le partenaire, c'est mon fils qui est né après ma carrière dans les années 90, hein, puisque, comme tu le dis, j'ai fait une pause de quelques années, et mon fils est devenu musicien. Voilà. Bon, je l'ai pas forcément poussé à devenir musicien, mais bon, il est devenu musicien, c'est un super pianiste. Super, et donc, vraiment. Ah ouais, non mais il joue super bien, je dis pas ça parce que c'est mon fils. Tu le dis toi-même, Mika. Ah oui, mais attends, il n'est pas simple pianiste, il arrange aussi. Ah ben complètement, parce que tous les arrangements musicaux qu'il y a dans le spectacle, c'est lui qui les fait. C'est un super orchestrateur, hein, mais bon, il a carrément aussi fait des études. Hein, il est parti au Canada, il a fait pas mal d'études en ce qui concerne. Oui, parce qu'on peut dire qu'il est né il est né dans les années 95. Par là. Et oui, donc, même carrément 95. 95, ah d'accord. J'étais pas sûre de l'info exactement, mais c'est ça. Ouais, donc 95. Écoute, ah oui, il a de la bouteille, si on peut dire, hein, quand même. Hein. De la bouteille, bon, il reste encore jeune. Hein. Non, mais je dis de la bouteille musicale. C'est clair que c'est pas il démarre pas. Quoi, non, tu vois, voilà, mais il démarre pas dans la musique. Ouais. Mais quand on l'entend sur scène, quand on le voit, il a une prestance. Et donc on s'imagine pas, parce que tu ne le dis pas tout de suite non plus, hein, que c'est ton fils. Hein. Ben non, faut bien garder un peu de mystère. Et puis comme ça, c'est amusant parce que les gens se posent la question. Puis quand je dis, ils disent mais bien sûr, je l'avais deviné, etc. Tu vois. Oui, parce qu'en fait, comme je le dis dans le spectacle, Madame Jazz, c'est une histoire de famille. C'est ça. Tu vois, c'est vraiment une histoire de famille. Et nous, on aime ça en fait. Si tu veux, on savait pas au début, si tu veux, mais on s'est rendu compte que les gens adorent ça, le fait que on puisse être une mère et un fils qui travaillent ensemble, qui présentent un spectacle ensemble. Et qui réussissent à s'entendre, dis donc, c'est possible. Ah, bah, bienvenue. Bienvenue au club. C'est formidable. Ouais. Et en plus, alors, donc, au moment d'Avignon, où vous avez ce spectacle de Prince, et là, faut faire autre chose. C'est vous qui décidez de faire autre chose? Oui, tu sais, moi, on se connaît pas beaucoup, mais je suis une femme, comme tu t'en doutes, une femme de tête, et moi j'aime faire ce que j'aime. Voilà, j'aime pas faire des choses que j'aime pas. C'est pour ça que quand on présente un spectacle, et Nils Somm est aussi passionné par tout ça. Donc si tu veux, on présente des personnages qui nous passionnent. Alors c'est vrai qu'on a commencé avec ce spectacle sur Prince, mais bon, il fallait quand même à un moment donné évoluer vers autre chose. Et le jazz, je sais pas pourquoi le jazz nous est arrivé. On s'est dit mais tiens, pourquoi on ferait pas un spectacle sur le jazz? Tu vois, on va voir si ça marche à Avignon. Parce que bon, imagine quand même notre position. Avignon, c'est un festival de théâtre. Bah oui. Donc déjà, si tu veux arriver en tant que musicien dans un festival de théâtre, tu sais pas si t'es vraiment à ta place. Donc si tu veux, sur Prince. Quand on a présenté ce spectacle sur Prince, pareil, il était parsemé de petites histoires par rapport aux chansons de Prince. Mais si tu veux, avec Madame Jazz, là, on va vraiment vers le côté, si ce n'est théâtre, du moins conte. On raconte des histoires, si tu veux, on raconte des histoires dans ce que je raconte. Et si tu veux, ça se mélange, ça se marie avec les chansons. Enfin, tu vois, ça fait un ensemble qui est vraiment un spectacle musical et qui est adapté à Avignon, parce qu'on s'est rendu compte à Avignon ça marchait super bien en fait. Non, tu vois. Tu sais, lorsque je suis allée voir votre spectacle Théâtre Galabru, bon, j'ai dit ok. Moi je n'aime pas regarder les choses avant, les dossiers de presse, parce que donc t'es arrivé sans savoir. Je n'aime pas. Voilà. D'accord. C'est ma façon de faire et j'aime la surprise, j'aime rester une enfant qui découvre. Oui. Et donc, je me suis dit, ah bon, Madame Jazz, pour moi, c'était peut-être une pièce de théâtre.
Même... oui, tu savais pas du tout que t'allais avoir de la musique. Non, du tout. Ok. Et c'était super. C'est du théâtre en même temps, parce que tu joues. Enfin, tu vis tellement ton histoire. Enfin, vous vivez tellement votre histoire, tous les deux, que on est au spectacle, mais plus qu'un spectacle musical, quoi. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça me fait très plaisir ce que tu dis. Mais écoute, on partage en fait. Tu vois, je peux même pas définir ce qu'on fait, mais je crois qu'on partage vraiment notre amour pour cette musique, pour ces divas, pour leurs chansons. Et puis on partage aussi le fait qu'on adore communiquer avec le public. Tu sais, le spectacle, pour moi, au théâtre, on dit toujours, il y a le troisième mur, tu sais, c'est-à-dire que normalement, tu dois même pas savoir que le public est là, tu dois jouer comme ça, bon. Mais moi, je suis pas dans cet état d'esprit. Pour moi, le spectacle se fait avec le public. Attention, c'est pas que je veux dire que le public doit monter sur scène, c'est pas ça l'idée, mais bien qu'il y a eu communication. Bien qu'il y a eu à la fin, là, il y a eu oui, le public qui est monté sur scène. C'est vrai qu'il y en a qui sont montés sur scène. Oui, tu as assisté à tout cela. Mais on était dans une telle ambiance familiale où on s'est tous retrouvés. C'était formidable. Mais tu sais, c'est marrant quand tu dis que c'est familial, c'est vrai, parce qu'on a eu notamment un blogueur espagnol qui est venu nous voir et il a dit mais c'est un spectacle qui réunit les générations. Et c'est vrai, parce qu'on a plein de générations dans ce spectacle. On a bien sûr les gens qui connaissent déjà cette musique, qui pourraient avoir un certain âge, mais il y a aussi des jeunes qui veulent découvrir le jazz. Et il y a même des enfants. Là, la fois dernière, on avait une petite de 10 ans. Et elle s'est éclatée, tu vois. Parce que alors nous, on dit que c'est pour 12 ans et plus. Mais il y a des enfants, si tu veux, quand t'es dans une famille où on aime bien la musique. Parce que si tu veux, l'histoire aussi, c'est que comme on raconte les histoires, on les emmène. Et puis attends, tu sais qu'il y a bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais bon, tu l'as vu, il y a aussi bien sûr ces projections. Mais j'allais en parler. Parce qu'il y a une mise en scène. Une mise en scène. Vous avez fait un formidable boulot. Que tous les deux. Non, écoute, non, on a notre vidéaste, enfin notre vidéaste Bruno Derès qui fait toutes les vidéos que tu as vues, parce qu'évidemment c'est pas genre on vous montre des documentaires avec les chanteuses. Non, c'est vraiment, comment dire, c'est de la création, c'est très comment dire, c'est vraiment une création graphique autour des divas. Et donc c'est des vidéos des gens qui te font un peu rêver, qui te font un peu planer, quoi, tu vois. Et ça permet à la fois de voir leur visage et puis en même temps c'est assez poétique. Ça permet d'être dans un univers. L'idée, c'est vraiment que quand on est dans ce spectacle, nous sommes dans une bulle spatio-temporelle. Voilà, tu vois. Et en fait, il y a une écriture, il y a un scénario pour moi. Enfin, je dis ça, je sais pas si vous avez vraiment écrit un scénario, mais j'ai quand même l'impression, parce que la manière, je pense qu'il y a un lien entre le choix des musiques, le choix des artistes. On va mettre une telle à ce moment-là, une telle. Je sais pas, je dis des bêtises ou c'est ça? Non, tu dis absolument pas des bêtises, Mika. T'as bien senti le truc. C'est exactement ça. Déjà sur un plan chronologique. On évolue. Bon, c'est pas tout à fait juste chronologiquement parce qu'on parle de Nina Simone avant de parler d'Ella Fitzgerald. Bon, pourtant Nina Simone est plus récente que Ella Fitzgerald, mais il y a quand même un petit côté où on part du jazz traditionnel, on va du jazz traditionnel vers le rhythm and blues et des musiques qui seraient plus actuelles. Et puis, bien sûr, si tu veux, la lutte, parce qu'évidemment, ces femmes-là ont été dans la lutte des droits civiques. Alors, soit elles ont subi ou se sont battues à titre personnel, comme des filles comme Billie Holiday à son époque, si tu veux, quand elle a chanté Strange Fruit, c'était un combat, parce qu'elle a chanté ça dans les années 30-40. Dans les années 30-40, on n'était pas encore aux manifestations pour les droits civiques, si tu veux. Mais voilà, donc là, il y a une espèce de chronologie, parce que par contre, Nina Simone, elle, c'est beaucoup plus récent. Et puis, quand on te parle de quelqu'un comme Aretha Franklin, Aretha Franklin, elle a marché à côté de Martin Luther King, tu vois, il y a des choses comme ça. Donc, si tu veux, c'est à la fois... Il y a plusieurs idées dans ce spectacle. C'est vrai qu'il y a une sorte de, de scénario en ce qui concerne l'aspect historique un peu du spectacle, mais il y a aussi, si tu veux, il y a des moments où il faut que ce soit drôle, d'autres il faut que ce soit romantique. Mais justement, c'est pour ça que je parle de scénario, parce que on passe de différentes émotions. On arrive à rire, on arrive à pleurer, enfin pleurer parce que les larmes sont là. Et oui, parce que vraiment on veut, si tu veux,
on a vraiment voulu que les gens ressentent l'émotion de la musique. C'est ça. Ouais. Tu vois, pas juste ce qu'on raconte, mais même l'émotion de la musique. Et puis surtout, on voulait que les gens, parce qu'il y a plein de gens qui viennent voir le spectacle, qui ont jamais, si tu veux, à qui le mot jazz peut faire peur, tu vois, parce qu'ils se disent oh là là, le jazz ça va être compliqué, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, le jazz ça peut être quelque chose de très simple. Et puis souvent, c'est des chansons qu'ils connaissent, ils savent même pas ils connaissent des standards de jazz, mais oui, ils les connaissent. Tu vois, je veux dire, quand on chante Feeling Good de Nina Simone, en fait, tout le monde connaît cette chanson. Et tu sais, en plus, excuse-moi d'intervenir, mais l'atmosphère de la salle, de cette salle, qui fait, on a l'impression d'être dans un cabaret, parce que c'est pas immense, c'est intimiste, c'est voilà. Ça nous convient, ça nous correspond tout à fait parce que c'est un spectacle intimiste en fait. Ouais. Et moi après, quand je suis sortie le lendemain, le soir, dans le fil du trajet et tout, je disais mais qu'est-ce que c'est génial. J'ai dit le choix de la salle, tout a été super. Et puis en plus, tu sais, l'équipe du Galabru, c'est vraiment une super équipe. On est très soutenus dans ce théâtre. C'est un théâtre très agréable. C'est un théâtre un peu à l'ancienne, hein. C'est ça qui est marrant, avec des sièges rouges, etc. Mais bon, la scène est quand même assez grande, on y est à l'aise. Bien sûr. On est très confort, en fait, très confort. Et dès qu'on rentre, dès qu'on arrive, on a une espèce de, moi j'aime bien les ondes positives comme ça. Et franchement, c'était pas une période super agréable. Mais ça a été génial, quoi. Tout le monde, tout le lieu, le tout. Et vous, alors là, vous sur scène en plus. C'est gentil, c'est gentil. Mais tu vois, c'est ça l'idée de la bulle spatio-temporelle. J'ai l'air de plaisanter, mais écoute, ça doit être un moment exceptionnel. Bien sûr. Nous, on veut que ce soit un moment exceptionnel. Nous-mêmes, pour nous, c'est un moment exceptionnel, même si on est souvent sur scène. Mais chaque moment sur scène est un moment exceptionnel parce que tu sais, dans ces moments-là, t'es complètement dans le présent. T'oublies tout le reste. Oui. Dis-moi, Abial, excuse-moi. Oui. Abial, quelle est la chanson que tu aurais aimé avoir écrite, toi? Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir écrit là-dedans? J'aime beaucoup You Let Me Down de Billie Holiday. Voilà. Et pourquoi? Parce que j'aime la mélodie de cette chanson et puis j'aime l'histoire qu'il y a autour de tout ça. Je veux dire, tu m'as laissé tomber et en même temps je me relève. Tu vois, c'est ça l'histoire aussi. Tu vois, c'est une femme qu'on a laissé tomber, qui s'est toujours relevée, et ça. Eh ben écoute, c'est bien. Puis bien sûr, il y a Feeling Good, hein, forcément, Nina Simone, c'est l'évidence. Hein. Ça, c'est vrai que j'aurais bien aimé l'écrire. Mais tu noteras qu'il y a quand même notamment une chanson originale qui est un hommage à Billie Holiday, qui s'appelle When Billie Sings. Et cette chanson-là, écoute, c'est marrant, les gens ne la connaissent donc pas, puisque c'est une chanson originale. Mais à chaque fois, ils plongent, ils sont embarqués, quoi. Oui, complètement embarqués. Si tu devais refaire un album rétrospectif de tes 30 ans de carrière, quel en serait le fil rouge d'après toi? Tu as déjà réfléchi à ça? C'est vraiment ça, c'est une vraie question piège, question qu'on ne m'a jamais posée, parce que voir le lien, je pense... Mais je pense qu'il y a un lien quand même. Forcément, puisque c'est moi le lien. Oui. Mais pourquoi quel serait le fil rouge? Écoute, le fil rouge, ce serait de se dire, j'ai goûté à beaucoup de choses dans la vie, tu vois. Et voilà, parce que j'ai goûté à la dance music, j'ai adoré faire de la dance music, j'ai adoré danser sur les dance floors, j'ai adoré faire quelque chose de très populaire, tu vois, qui plaisait vraiment énormément de monde, parce que quand même à l'époque je pouvais jouer devant 100 personnes comme devant 10 000, tu vois, donc c'est un plaisir aussi, c'est un vrai kiff. Et puis j'aime aussi la soul, parce que la soul, ça a été mes premières scènes avec beaucoup de musiciens, parce que le problème que t'as quand tu fais de la dance music, c'est que tu joues en général avec une bande, tu vois, tu joues pas avec des vrais musiciens, tu vois. Et le fait de jouer avec des vrais musiciens sur scène, ça c'est quelque chose
de formidable. C'est vraiment ça que j'ai connu notamment quand j'ai fait mes albums un peu plus soul. Oui. Et puis là, avec Madame Jazz, et ben, le fait de revenir à ces chansons jazz extraordinaires, et en plus d'avoir le plaisir de jouer avec mon propre fils. C'est formidable. Franchement, que demande le peuple, alors, tu vois. Tout à l'heure, tu nous dis, j'ai joué, je passais d'une petite salle à une salle de 150 à plus, mais il me semble que bientôt tu vas passer à plus, non? Alors bah écoute, on va, en tous les cas, on va pas mal tourner. Oui. On va pas mal tourner. On a beaucoup de dates en région là qui sont en train de tomber. Et alors il y a quelque chose qui me plaît énormément. On revenait sur l'actualité juste là, que Théâtre Galabru, c'est jusqu'au 19 décembre. Mais oui, t'as raison, bien sûr. Donc, dépêchez-vous, tous les vendredis, hein. tous les vendredis à 19h30 jusqu'au 19 décembre, vous allez sur le site du Théâtre Galabru, Théâtre Montmartre-Galabru, c'est à Montmartre, faut un petit peu monter à pied depuis le métro Blanche. Non mais tout est sympa en plus, le secteur. Ah, c'est super. Tout est bien. Le secteur est hyper vivant, c'est vachement allez-y, sympa. passez une bonne soirée et vous allez être très bien après. En plus, c'est à 19h30, donc ce qui permet de démarrer la soirée avec Madame Jazz. Comme ça, on sort, on a la pêche. Et puis après, on va se balader un peu dans le quartier, on se fait un petit resto, un bar, voilà. Ouais, donc ça, c'est notre actu jusqu'au 19 décembre. On reviendra d'ailleurs au Galabru pour 3 dates en février, ça, je peux le dire. Oui. Et après ces 3 dates en février, nous partons à la Martinique. Chez moi. Et on va jouer à Fort-de-France au théâtre Aimé Césaire. D'accord, donc vous allez jouer Madame Jazz. Madame Jazz, absolument. Mais ça va la programmatrice du théâtre nous a invité à venir jouer là-bas et franchement, ça c'est extraordinaire. C'est formidable. Ben écoute, en tout cas, nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, parce qu'on nous sommes écoutés en Martinique, puisque c'est un podcast. Bonjour la Martinique. Voilà. À bientôt. Bonjour en vrai, quoi, tu vois. C'est formidable. C'est vraiment très très. Non, c'est super. Quelle bonne nouvelle. Nous on est contents parce que tu sais je suis jamais allée à la Martinique. Une de mes meilleures amies est martiniquaise, elle est de Sainte-Anne, elle adore, elle m'en parle tout le temps et tout ça. D'ailleurs je pense qu'elle va essayer d'être là-bas pendant qu'on fait le concert, enfin qu'on joue. Et on est vraiment enchantés d'être là-bas. En plus c'est un très beau théâtre. Moi je le connais pas mais j'ai vu des photos. Ça a l'air absolument magnifique. Les dates exactes, tu les as ou pas? C'est le 5. Le 6 et le 7 mars 2026. D'accord. Voilà. D'accord. À Fort-de-France, le théâtre Aimé Césaire. Aimé Césaire, c'est super génial. Et là, donc pour l'instant, on peut vous retrouver déjà dès vendredi. Dès ce vendredi, là, dans quelques jours. Si vous êtes à Paris, venez nous voir. Nous sommes au théâtre Galabru. Et puis, on va faire quelques dates en région. On va aller dans le sud de la France. On va aller en Indre-et-Loire. On va aller, où est-ce qu'on va aller? On va aller vers Brive-la-Gaillarde. Enfin, il y a beaucoup de dates. Sont annoncées sur le site internet de Madame Jazz. Alors, le site internet de Madame Jazz, c'est simple, c'est madamejazz.com. Alors, attention. Il y a toujours un E à jazz, parce que c'est une dame qui jazz. Ah, c'est super. Merci beaucoup, Abial. Merci. C'est moi qui te remercie, Mika. C'était vraiment un moment très agréable. Écoute, en tout cas, au plaisir de revenir vous voir un de ces jours sur scène, vraiment bien. Je te remercie. Écoute, si jamais t'es à Fort-de-France, c'est ce que j'allais me dire. J'étais en train de me dire, ah non, jouer à Fort-de-France comme ça doit être tellement bien. Écoute, Abial, je te remercie pour ce partage super lumineux. Les auditrices, les auditeurs, je vous dis, restez à l'écoute. On se retrouve bientôt sur Écho de l'actu, mais surtout suivez Madame Jazz. À bientôt, merci. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, afin de nous suivre, #EKODELAKTU, Écho de l'actu. Et pour bien nous dire au revoir, écoutons notre duo mère-fils de Madame Jazz, Abial et Nels, sur un extrait de When Billie Sings She's Got What It Takes. The guys will play and Billie will sing again. She's got what it takes to be free. Wish that I could be like her. She's got what it takes to be brave. Wish that I could do the same. She's got what it takes to say her word, true to herself. Oh, when Billie sings, just do it like Billie. Just say it like Billie.
Yeah, tonight the band will play, Billy will shine again. When the show is over, she'll be that sad girl again, a brow against the window. She remembers everything. She's got what it takes to be free. Wish that I could be like her. She's got what it takes to be brave. Wish that I could do the same. She's got what it takes to say her word, true to herself. Oh, when Billy sees